bon, c'est le bon vieux Léo sur Radio Libertaire dans Tempête sur les planches avec Thomas Dambourg. Et voilà, c'est parce que justement, la vie d'artiste n'est pas toujours facile, justement parce qu'il y a cette image-là des artistes qui travaillent pour eux-mêmes, pour s'amuser, pour s'éclater, etc. Mais souvent, ils font des choses qui sont sacrificielles, qui font sens, et qui sont du soutien aux autres. Donc cette générosité-là, c'est toute l'affaire de toute la vie de Madeleine Abassade qui est là, et elle a écrit un livre sur cette grande aventure. Ce livre s'appelle Danser avec les fous, expérience de l'art en milieu psychiatrique à l'Institut Marcel Rivière, 1981 à 2015. Donc ça a pris quand même, après la fin de ça, un peu de temps avant d'arriver à coucher tout ça sur papier, faire le bilan, et nous expliquer ce qui s'est passé du début à la fin, avec beaucoup d'artistes qui sont venus dans les années 1980 et plus tard aussi, qu'on connaît très bien, que même moi je connais d'une manière ou d'une autre, que ce soit Bart Abbas, que ce soit les Black Plumber, que ce soit José Montalvo et Dominique Hervieux, que ce soit la compagnie Retour à Mont, que ce soit Alexis Forestier. C'était un théâtre dans lequel tu as commencé, Madeleine, et ce théâtre n'existe plus. C'est en ce sens aussi que il a été précurseur de manière très négative à ce qui peut arriver à beaucoup de lieux aujourd'hui. C'est une grande aventure, c'était d'abord une avancée, et puis un grand recul dans la politique culturelle, dans le soutien, dans la volonté d'introduire la création artistique, les démarches artistiques dans la société. Parce que cet institut psychiatrique, là où il y a ces malades, fait partie de la société, et les faire participer à des échanges artistiques, c'est les positionner comme des gens qui font partie de notre société, au lieu de les écarter. Voilà, alors, Madeleine, je te salue. Bonjour Thomas. Voilà, alors c'était une longue aventure, c'est l'aventure d'une vie, et après un long travail sûrement pour arriver à publier ce livre qui est sorti chez Langage Pluriel. Oui. Voilà, Danser avec les fous. Maintenant, tu peux nous présenter encore, tu peux nous dire plus sur le lieu où tout ça a eu lieu. Alors, ça se passait à l'Institut Marcel Rivière, dans lequel avait été construit un théâtre de 400 places, donc à l'intérieur même de l'enceinte de cet hôpital psychiatrique. Dans les années 60, 62, ce théâtre ouvre pratiquement en même temps que l'hôpital. Ce théâtre se trouve à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement psychiatrique de la MGN. Et quand j'arrive au tout début des années 80, précisément septembre 80. Le théâtre fonctionnait depuis 62, il avait été fort actif, et quand j'arrive, depuis une petite dizaine d'années, ce théâtre s'était progressivement désertifié. Et mon prédécesseur est en partance et cherche quelqu'un pour le remplacer. Il faut que ce soit quelqu'un de l'éducation nationale. Je suis danseuse, je suis de l'éducation nationale. Il me propose de lui succéder. Mon inspectrice de circonscription est d'accord. Je viens de sortir de l'école normale d'instituteur et je suis donc nommée à l'Institut Marcel Rivière, et la direction de l'hôpital, quand j'arrive, me donne les clés de ce lieu, de ce théâtre. Elle me donne en fait un pass qui me permet de rentrer dans tous les lieux de l'hôpital, ce qui me paraît très étrange. Et au bout de quelques années, je vais demander qu'on me donne
les clés du théâtre et qu'on les différencie des autres lieux de l'hôpital, et je vais progressivement revendiquer que ce théâtre soit reconnu comme tel et pas du tout investi par des thérapeutes en mal de lieux pour se produire, et je revendique que cet espace soit réservé pour la pratique artistique, avec des patients auxquels vont se joindre du public extérieur et des artistes. Et je vais travailler sur la mixité sociale avec cette idée d'une politique culturelle qui fait bouger la question de l'en dehors et de l'en dedans. Il ne s'agit pas de faire de la politique, mais bien d'agir le politique, c'est-à-dire qu'un espace d'enfermement, comme l'a défendu Tosquelles, Houry, Frantz Fanon, un espace d'enfermement est sans cesse à questionner, il s'agit de le penser comme espace politique. Donc ce qu'on va défendre, on en hérite de Tosquelles, et tous ceux que je viens de nommer, c'est comment faire circuler l'en dehors dans l'en dedans et ne pas renforcer notre mise à la marge, et c'est par l'art et la culture précisément que nous allons le faire, évidemment, avec les patients qui sont le premier public de ce théâtre, auquel vont venir se joindre les familles et mes enfants et les habitants des environs de l'hôpital et au-delà. Donc, il va s'agir de faire savoir qu'on existe, et ça va être un peu un combat. Voilà, Madeleine Abassade, pour danser avec les fous, expérience de l'art en milieu psychiatrique à l'Institut Marcel Rivière. Tu peux nous parler de toi-même, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené dans cette aventure? Alors, je suis arrivée à Marcel Rivière, je venais d'avoir 23 ans, et je sortais donc de l'école normale d'instituteur, et je pratiquais la danse depuis mon enfance, le théâtre aussi, et je souhaitais trouver un poste dans l'éducation nationale où je pourrais pratiquer la danse. C'était un rêve fou, parce que ça n'existe pas. Et en fait, j'en ai trouvé un, puisque j'ai été nommée à l'Institut Marcel Rivière, qui est donc cet hôpital psychiatrique de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, et qui disposait, par héritage de la Résistance, de postes d'instituteurs parmi son personnel d'encadrement, d'accompagnement. Donc il y avait un poste d'instituteur chargé de l'animation pédagogique. Et l'animation pédagogique, c'était aussi s'occuper du théâtre, de la vie artistique et culturelle. Et je veux donc devenir danseuse parce que je danse depuis l'enfance, parce que c'est l'art qui me maintient en joie, qui me fait rêver, qui me fait rencontrer les autres. Je fais aussi du théâtre parce que j'aime jouer. J'aime jouer avec les autres. Et comme Nijinsky, je dirais que danser ou jouer, c'est la même chose. Quand on danse, on joue. Et à l'hôpital psychiatrique, ça va être fort intéressant d'arriver avec cette idée d'avoir envie de jouer avec les autres et pas de faire semblant, ni d'établir des rapports de hiérarchie. Toi, tu es malade, donc tu es inférieur. Parce qu'on est quand même dans une relation comme ça, face à ce qu'on appelle, entre guillemets, comme dirait Nicolas Roméas, le fou, terme qu'on évite d'employer. Mais justement, il s'agira d'un combat sur l'égalité des rapports. Et je crois que de revenir sur Frantz Fanon dans la période où en tant que psychiatre, il se retrouve à Blida en pleine guerre d'indépendance de l'Algérie, il va théoriser, après avoir fréquenté justement Tosquelles, cette idée de respecter l'autre dans sa différence et de questionner ce qu'il en est de considérer l'autre comme un inférieur, comme un imbécile, comme un menteur, etc., sans questionner la dimension politique dans laquelle cette personne se trouve, et moi-même je me trouve. Et tu t'es intéressée, tu t'es construite en tant que danseuse, artiste chorégraphique, comme on dit aujourd'hui, aussi à travers les danses du Maghreb, il nous dit ça, et les danses antillaises, ce qui était, j'imagine, à l'époque, assez étrange comme démarche. Ah oui, mais je ne me posais pas la question de l'étrangeté. L'avantage en pratiquant les danses du Maghreb, c'est que j'ai pu aller travailler avec des enfants de trappe, par exemple, où dans leur famille on dansait, pour ce qui est des familles d'origine maghrébine, mais aussi
J'ai pratiqué les danses africaines. C'était assez la mode dans les années 80 quand même, les danses africaines. Maghrébines, moins. Et c'est par le biais de l'école normale d'instituteurs. Je pense qu'il y avait que je me suis mise à pratiquer les danses maghrébines du Maghreb, et avec précisément un chorégraphe algérois, Elhadi Chérifa, qui avait été formé à Moscou, donc en danse classique. Et lui, il va renouer avec les danses traditionnelles et nous les transmettre. Et dans les écoles arrive une population d'enfants issus des émigrés d'Afrique du Nord, comme on dit. Et avec les danses du Maghreb, nous sommes sur une recherche d'un terrain culturel commun. Faute de parler la langue, nous avons la danse, quoi. Donc ça, c'est vrai. Et puis, vous avez vous-même, donc toi et des gens comme José Montalvo, devenu très célèbre depuis, mener des ateliers chorégraphiques avec ce public-là, avec ces malades, et c'était vraiment une aventure très particulière, où se passaient aussi des choses assez imprévisibles par la réaction, même quand vous faisiez des spectacles, etc. Et tu te constates toi-même dans le livre je cite, une aisance à parler avec les malades. Ça, c'était quoi? Et ça venait d'où? Quand je pense à cette aisance à parler avec les malades, je dirais que c'est une aisance à parler avec les gens. Pour moi, un malade, c'était d'abord un Jean, des gens. On s'appelle tous Jean. Donc il y avait ça, oui, et ça me renvoie à cette peur de certains soignants, psychiatres, disant « Attention, il faut la cadrer. Elle parle aisément avec les malades. » Et donc, quand je repense à ça, il y avait une volonté de maintenir la distance avec les patients. Et moi, j'arrivais aussi d'une formation politique extrêmement rigoureuse qui questionnait les différences de classe et la question du dominant-dominé que j'évoquais tout à l'heure avec Fanon, mais que va questionner Toscaïès, que va questionner Houry, même Guattari. Enfin, c'est une pensée politique. Donc, eh bien, ça me vient du respect de l'autre dans sa différence et une envie de partager des savoirs comme celui de la danse. Quand José arrive, donne envie de danser, ça vient de là. Après, bon, est-ce que ça fait écho avec mon histoire familiale, personnelle? Oui. Mais je crois qu'il y a beaucoup de familles qui sont concernées par l'histoire de la souffrance psychique et de la discrimination, de la stigmatisation. Donc voilà. Alors, tu parles effectivement d'une grand-tante à toi qui était patiente en psychiatrie suite à une histoire d'amour déçue, ce qui fait un peu penser à Gisèle. Au ballet romantique. Ah, tout à fait, oui. 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 Oui, mais d'ailleurs, ce ballet, c'est le premier ballet romantique, d'ailleurs. C'est vrai que Gisèle m'a toujours touché comme ballet pour son histoire, pour son propos. Et c'est pourtant un ballet avec un récit, et je suis pas toujours très touchée. Mais alors là, c'est fort, oui, de mettre en scène la folie qui vient de la grande frustration de l'amour. Manquer d'amour et Madeleine, puisque ça s'appelait ma grande-tante comme ça, elle s'appelait Madeleine. On m'a toujours dit, oui, qu'elle s'était retrouvée à l'hôpital psychiatrique par déception amoureuse profonde. Mais c'est vrai qu'on en meurt des histoires d'amour raté. Je veux dire, l'histoire de l'art en est pleine. Enfin, on peut mourir d'autre chose, mais celle de l'amour raté, l'amour de l'enfance ratée, ça peut faire drôlement souffrir et vous conduire à l'hôpital. Hein. Oui, ça c'est voire au suicide. Après, c'était une histoire d'amour aussi avec ces amateurs qui étaient à cet institut psychiatrique, et ce théâtre a été démoli après. Et ça aussi, ça perturbe de voir un lieu comme ça où se sont produits autant de belles histoires qu'on le démolit finalement. Alors, moi je dirais pas qu'il a été démoli.
Et Nicolas Roméas qui m'a accompagné là dans l'écriture de ce livre, parce que j'avais besoin quand même d'un soutien moral et quasi artistique et littéraire pour pouvoir poser sur le papier cette aventure, oui, avec les patients, cette aventure de l'art engagée. Et je lui ai dit, bon, c'est un assassinat. Il m'a dit, oui, tu peux le dire. Enfin, oui. Et cet assassinat, c'est une volonté politique ou une non-volonté politique de soutien, de communication, d'intégration, de considérer ces personnes-là comme des êtres humains qui font partie de la société. Et comme tu l'écris très bien dans le livre, vers 2004-2005 a commencé une grande campagne où on les stigmatisait, on recommençait à les stigmatiser jusque dans les années 50. La psychiatrie ressemblait totalement à une institution carcérale. Et puis, il y avait cette ouverture pour laquelle tu t'es battu contre beaucoup de résistance. C'est assez croustillant des fois ce qu'on lit dans ce livre-là, ces aventures. Et puis, ce revers et cette stigmatisation nouvelle. Ouais. Oui, il y a un retour. Il y a un retour. Est-ce qu'il y a un autre exemple dans l'histoire comme ça où il y a une avancée? Pour ce qui est de la psychiatrie, après la Seconde Guerre mondiale, on va parler d'une révolution psychiatrique avec une humanisation des hôpitaux psychiatriques, avec des gens comme Tosquelles, Fanon, Houry, Guattari, Sivadon, celui qui a fondé l'Institut Marcel Rivière, avec la MGN. Il va y avoir une humanisation et on va construire des hôpitaux avec une idée de communauté soignante. On déhiérarchise, on respecte, les médicaments arrivent, ça a du sens parce que ça peut être utile aussi la molécule chimique. On n'attache plus les patients. Bon, et puis voilà que progressivement, effectivement, à partir de, hélas, assez vite, disons les années 95, sourdement apparaît l'idée que c'est en train de se perdre. C'est en train de se perdre et qu'il y a un retour de la... Écoute, je me laisse aller à dire, un retour de la peste brune. Il y a quelque chose qui est en train de grignoter le territoire et qui effectivement, à partir précisément de 2004-2005, va apparaître sous l'aspect d'un discours dans la presse avec une stigmatisation du schizophrène comme meurtrier dangereux. Et quand Nicolas Sarkozy devient président de la République, il va renforcer cette stigmatisation et donner des moyens dans les hôpitaux psychiatriques pour renforcer l'enfermement, revenir à l'enfermement, demandant qu'on installe des caméras, qu'on réintroduise les chaînes, enfin les formes de chaînes. Mais pourquoi en fait? Eh bien parce qu'il y a une diminution du nombre d'infirmières, de médecins. C'est-à-dire que économiquement, il y a un choix qui est fait contre le patient. Moins de personnel, bon, on va mettre une caméra. Alors, pour que le patient ne dérange pas, on l'attache. Alors là, on pourrait dire, mais elle exagère. Non. Parce que pour pouvoir écrire ce livre et travailler à Marcel Rivière, je me suis déplacée dans plusieurs hôpitaux à partir de justement 2005, mais même avant, parce qu'on était allé danser à la Borde. Et je suis allée questionner à droite à gauche, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au congrès des Croix Marines, où le thème était le retour des chambres d'isolement et d'internement. Il y a eu un débat dans la salle. Moi, j'étais pas thérapeute, donc je pouvais que poser la question. On venait de faire un film avec un comédien sur l'injection forcée et la surveillance par l'oculus du patient qu'on enferme dans sa cellule, sur un matelas posé à même le sol. Et dans la salle, au moment de la discussion, il y a des soignants qui avaient honte, qui déniaient la situation, et d'autres qui disaient « oui, c'est vrai, il y a un retour ». Il y a un retour de la maltraitance pour des raisons de choix économiques. Alors, la presse. Il y a cette presse, la populiste, manipulatrice, presse qui véhicule ces idées d'exclusion, de haine, et il y a une autre presse
à laquelle tu as participé aussi, parce que dans la revue Cassandre, tu as signé régulièrement des articles où il était question justement de ce genre de travail dans ce contexte-là, et c'était et c'est pas un hasard non plus, hein, je me tourne vers Nicolas Romeas qui a fondé la revue Cassandre, c'est pas non plus un hasard que cette revue-là n'existe plus. Et tu as quand même ouvert les pages de la revue Cassandre à Madeleine pour parler de ces aventures-là, puisque c'était toute la vocation de cette revue Cassandre. Et on voit très bien à travers ça aussi comment la société est en train de changer. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on s'appelait Cassandre. Oui. C'est parce que on imaginait un peu comment ça pouvait à quoi ça pouvait mener ce lâchage progressif dont il a été question tout à l'heure des politiques vis-à-vis de cette chose essentielle, construite et reprise après la guerre, surtout évidemment parce qu'il nous faut des catastrophes pour comprendre les choses les plus évidentes, sinon on les comprend pas, hein. Aussi bien dans le domaine dont Madeleine vient de parler, la naissance de la psychothérapie institutionnelle par Tosquiès à Saint-Alban, et toute l'affaire du service public et toute l'affaire du service public de la culture après-guerre, c'est l'acquis sur lequel nous avons essayé de travailler avec cette revue, et qui est né à peu près au même moment que le théâtre de l'Échangeur, fin 95, et nous avons en 97 organisé une grande rencontre nationale pour l'action culturelle et artistique, dont la première édition a eu lieu au TGP de Saint-Denis, au Théâtre Gérard Philippe, et c'est là que j'ai rencontré en 97 Madeleine Abassade, qui était une travailleuse extrêmement minutieuse, humble et, comment dirais-je, pas du tout dans le spectacle. C'était une des personnes qu'on rencontrait qui n'était pas du tout dans l'idée de se montrer, de briller, etc., qui faisait un travail précis, minutieux, etc., et ça m'a beaucoup marqué. Et quand par la suite nous avons eu l'occasion, au fur et à mesure du développement de cette revue, dont l'objet était de comprendre comment ça se passe quand un geste artistique dans une communauté humaine est un outil indispensable, et à quoi réellement ça, si j'ose dire, ça sert, qu'est-ce que ça produit comme effet dans une collectivité humaine, c'est tout ça dont nos politiques ne veulent pas entendre parler, c'est tout ça dont les ultralibéraux veulent se débarrasser, cette réflexion-là, qui est une réflexion fondamentale pour notre avenir à tous, hein, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la raison, de la logique, ni du chiffre, et qui sont fondamentales à l'être humain. Lorsque ensuite on a été avec notamment Edith Rapoport, que tu connais aussi, dans différents lieux, hôpitaux psychiatriques, prisons, etc., et qu'à un moment donné on s'est retrouvé à l'hôpital Marcel Rivière, voir le travail que produisait Madeleine avec des artistes et des patients, et ben ça a été une des premières fois où j'ai compris et j'ai vécu, ça a été initiatique, j'ai compris ce qui se passait profondément. C'est-à-dire que si on se contente d'aller dans les salles de spectacle, on ne comprendra jamais. Si on se contente d'aller dans les musées, on ne comprendra jamais. Si on se contente d'aller dans les galeries, on ne comprendra jamais ce que c'est que cette fonction de l'art. Cette fonction de l'art, elle se découvre dans les lieux où c'est quasiment impossible. Elle se découvre dans les lieux où il y a une telle difficulté de communication et de relation que seul ce geste-là peut faire passer la relation. C'est-à-dire c'est du symbolique, c'est de l'ordre du symbolique, c'est pas du tout de l'ordre du rationnel. Et donc Madeleine, moi, Olivier Perrault, qui est... Tu as participé à cette aventure, Thomas, donc tu en connais les acteurs. On a travaillé là-dessus, cas un cas, on a appris des choses en le faisant, on s'est appris réciproquement des choses, et à un moment donné, Olivier Perrault, qui était le graphiste, j'appelais le grand imagier de Cassandre Orchamps, s'est trouvé à travailler avec Madeleine, par une suite de circonstances qui font que les petits groupes produisent de l'énergie entre eux. Et ils ont travaillé ensemble pendant 8 ans.
Et Olivier est un plasticien magnifique et humble, comme souvent les gens qui ont beaucoup de talent. Et ils ont fait un super boulot ensemble. Et à un moment donné, c'est devenu une aventure qui a été très importante pour nous, parce que c'était une des aventures à laquelle on participait un petit peu, de près ou de loin, puisque Madeleine écrivait aussi dans la revue. Elle écrivait de l'intérieur ce dont elle vient de parler là, c'est-à-dire les désastres provoqués par des gens comme Sarkozy sur le monde de la psychiatrie, la transformation des schizophrènes en criminels, etc., etc. Et comment ça se vivait de l'intérieur. Elle avait une rubrique dans la revue qui s'appelait Hôpital Silence. Et c'est pour ça que longtemps après, quand j'ai... enfin en 2015, c'est ça, lorsque le théâtre de l'Institut Marcel Rivière a été rasé, 2017 a été rasé, c'est-à-dire un pan entier et un truc fondamental de la vie de Madeleine a été assassiné. On s'est retrouvés avec Olivier, on s'est dit il faut faire quelque chose pour que ça existe encore. Ouais. Alors la revue Cassandre n'existe plus non plus, et il y a quand même un successeur sur Internet qui s'appelle l'Insatiable, l'insatiable.org. Et Madeleine, elle signait dans la revue Cassandre. Ton nom c'était Marie l'Impatiente. Voilà, Marie l'Impatiente, l'insatiable, vous voyez où on en vient. Hein. Ici, Tempête sur les planches, notre émission, on en met quoi. Donc, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, pour comprendre l'art, la fonction de l'art, et il faut aller là. Maintenant, beaucoup d'artistes, de chorégraphes et autres sont venus travailler dans ces ateliers avec les patients dans vos ateliers de création aussi, parce que c'était pas dans un but thérapeutique, mais ils participaient comme des amateurs artistiques à des créations. Et les chorégraphes, danseurs de Black Blamber ont fait ça pendant 20 ans. José Montalvo, qui est devenu un chorégraphe très très célèbre depuis, il a fait ça de 1986 à 1993. Donc très longtemps aussi, sur la durée, c'était des aventures sur la durée. L'équipe Retour à Mont, avec sa danse verticale, les mimes de dos à deux, le clown très connu, Ludor Citric, tous ces gens-là, comment est-ce que ça les a marqués? Comment est-ce que ça les a construits de leur côté, ce travail? Alors, on pourrait dire, il faudrait le leur demander. Je pense que chacun a son histoire. Oui, mais si on leur demande aujourd'hui, peut-être qu'ils vont dire, qu'ils vont préférer l'oublier. Je ne sais pas. Ça dépend de la personnalité de chacun. Alors, toi, tu l'as vu. Oui, oui. Alors, justement, allait-il oublier cette histoire quand, avec Olivier Perrault, Nicolas Roméas, nous avons envisager de mettre par écrit quelque chose que je n'arrivais pas à écrire, justement. C'était l'histoire de l'art en psychiatrie et de la culture en psychiatrie. J'arrivais pas à écrire, j'étais coincé. Bon, et Nicolas m'a aidé à décoincer cette histoire et à la mettre par écrit. J'avais déjà écrit un livre, mais voilà, celui-là, c'est... Et alors, face à ta question, eh bien, je suis allé demander à certains artistes qui étaient venus travailler à l'hôpital, qui témoignent par écrit, s'ils voulaient bien témoigner par écrit, de ce qui leur était resté de cette aventure. Tu en as cité plus d'un. Alors, Ludor Citric, Cédric Paga n'a pas écrit, mais je le mentionne. Plusieurs ont écrit, Étienne Guichard, Fabrice Guillot de Retour à Mont, etc. Il y a de très beaux textes, très très forts, Catherine Azola. Eh bien, moi, en fait, j'avais peur qu'ils veuillent pas écrire. Quand je leur ai téléphoné un à un, je me disais, ils vont pas vouloir raconter cette histoire, ils ont dû tout oublier, ou ne retenir que je ne sais pas quoi de médiocre. Et tous ont dit oui.
Ceux qui n'ont pas écrit, qui ont été sollicités, c'est Dos à Deux, les deux Brésiliens, mais ils étaient complètement enthousiastes pour que cette histoire existe sur le papier. Et on a aussi le témoignage d'une psychologue qui nous soutenait, qui travaillait avec nous, et de 3 infirmières, dont Josette Petitjean, qui a été particulièrement soutenante dans cette histoire littéraire. Laisser des traces de ça. Alors comment ça les a marqués? J'ai envie de repenser là à ce que disait Bartabas du Cirque Zingaro, qu'on a reçu au tout début de cette aventure, donc début des années 80. Il a écrit quelque part: ces aventures humaines, les premières, m'ont marqué à tout jamais. Il a dit quelque chose comme ça. Alors il nomme pas précisément Marcel Rivière, mais il se trouve que dans son parcours, nous sommes peut-être le premier dans lequel il s'installe pendant 3 mois, avant de parcourir la France entière, puis finir par s'installer à Aubervilliers avec les soutiens qu'on connaît. Ça a été difficile pour lui, mais à un moment donné, il se pose pendant 3 mois à l'hôpital psychiatrique, et ça va être un grand déclencheur d'une possibilité que les artistes peuvent venir dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique et créer des lieux de rencontre et d'élaborer ensemble. Donc voilà, alors Bartabas, puisqu'il va ça va participer à le construire, on peut dire, fondamentalement, puisque ce sont ses débuts. Quant à Montalvo, on pourrait dire que ces séjours à Marcel Rivière, ce plaisir que nous avons eu de partager son écriture chorégraphique, moi j'oserais dire qu'elle a marqué son œuvre, parce que dans son œuvre chorégraphique, il y a une véritable mixité sociale et culturelle, et c'est ce qu'on défendait à l'hôpital. La mixité. Prendre des patients, des non-patients, des habitants, des artistes, des amateurs, des professionnels, une danseuse de flamenco, des danseurs de hip-hop, une danseuse de classique, et tisser tout ça, tricoter ensemble avec des fils de différentes couleurs et aller sur des espaces artistiques. Et Madeleine est en train de danser ce qu'elle dit en même temps. Voilà. Je trouve l'énergie dans le corps. Dans notre culture, on a un petit peu tendance à figer les corps. Alors résultat, on a y compris la pensée qui se rétrécit parce qu'il faut pas bouger. Je fais partie des gens qui bougent et il n'y a pas que moi. Donc oui, on a envie de danser parfois ce qu'on dit, mais c'est un peu tendance. La tendance est un peu, faut pas le faire, quoi. Peut-être que t'es un peu fou de bouger comme ça quand tu parles, mais je me demande si t'es pas un peu plus fou de tenir tout serré comme ça à tel point que tu trembles. Donc, quelles sont les normes que nous mettons en place pour tenir les corps et du coup pour tenir la pensée, finalement à la rigidifier et nous faire rentrer dans des cases. Moi, je pense que c'est ça qui a marqué les artistes qui sont venus travailler avec nous à l'hôpital, cette possibilité d'ouvrir les cases, d'ouvrir la pensée et de faire communauté soignante. Alors nous parlons de cet ouvrage, de ce témoignage de Madeleine Abassade qui s'appelle « Danser avec les fous ». Et les livres aussi se construisent comme ça. Et Nicolas voulait nous raconter comment ce livre est venu à exister finalement. Peut-être je peux résumer ça parce que comme c'est un travail d'éditeur chez Langage Pluriel qui est dirigé par Claude Fausse, qui est une très belle maison d'édition, où je suis directeur de la collection Humain et compagnie, et que nous avions tous vécu, dont j'ai parlé avec Olivier Perrault, Madeleine, et toutes ces choses vécues ensemble, pour essayer de mettre en valeur l'essentiel de ce qui se passe avec le geste artistique dans la collectivité humaine. À un moment donné, donc je disais tout à l'heure, on a éprouvé cette nécessité de revaloriser cette chose, de lui redonner vie, au moins symboliquement, avec ce livre, et de transmettre aussi, et de transmettre à d'autres générations, parce que là, il y a quelque chose qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, de très 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 dangereux qui est en train de se produire partout dans le monde occidental. Donc, on a demandé à Madeleine de raconter l'histoire de ce théâtre. Madeleine a raconté l'histoire de ce théâtre très très bien, avec tout, sans rien oublier, en partant même de l'histoire, la partie historique des premiers théâtres dans les hôpitaux psychiatriques en France, avec la fameuse histoire du marquis de Sade, à Charenton, etc., etc. Et
on avait un très très beau livre, très précis, qui rappelait le souvenir de ça, mais on n'avait pas tellement la présence de cet être particulier qu'est Madeleine Abassade. Et on sait bien qu'il faut des êtres particuliers pour vivre des aventures spéciales. On sait bien qu'il y a des choses qui hantent les gens, qui leur donnent une force et qui permettent de construire un chemin. Alors j'ai essayé de faire parler Madeleine et elle était un peu réticente à entrer trop dans l'intime, etc. Bon, j'ai un petit peu insisté, puis j'ai laissé tomber. Et puis au bout d'un moment, elle s'y est mise. Et elle a commencé à écrire tout ce qui lui était passé par la tête depuis qu'elle était enfant, à propos de la danse, à propos de certaines choses biographiques ou généalogiques plutôt, où il y avait des histoires de psychiatrie chez certains ancêtres, etc., etc. Et que tout ça résonnait finalement et peut-être avait à voir avec cette motivation et ce désir. Donc, elle s'y est mise et elle a écrit quelque chose qui aurait fait peut-être un deuxième livre en fait. On avait deux livres assez différents. Et avec Olivier, on s'est attaché à construire quelque chose avec cet ensemble de choses où la narration est ponctuée de flashbacks, comme dans un film. C'est un peu du cinéma qu'on a fait. Et comme Olivier Perrault est un plasticien et un graphiste extrêmement talentueux, c'est un résultat très très beau, aussi au niveau du texte et des images, avec une narration et interrompue régulièrement par des flashbacks qui montrent ce qui se passait dans sa tête quand elle était enfant, ou ce qui continuait à travailler en elle, le temps passant, etc. Et donc on a les deux aspects. On a vraiment l'aspect historique et l'aspect... Ce sont des flashbacks, des échos, des petites divagations ou des plongées dans l'histoire personnelle de Madeleine. Qui enrichissent, qui mettent en perspective ce qu'elle a vécu à Marcel Rivière. Voilà. Et ce livre sort donc maintenant presque une dizaine d'années après la destruction de ce théâtre. Alors, ce qui est quand même très intéressant de vous avoir tous ici, c'est que vraiment Danser avec les fous, là, on voit cette fonction, cette importance de l'action artistique, du lien qui se crée, et aussi à quel point c'est un substrat quand même d'une société où il y a quelque chose de sain. Dans la valorisation de l'autre, dans l'échange, ou je sais pas. Après, il y a des amitiés, il y a des idées qui peuvent se propager par la pratique. Et ça a eu un écho, ça a transformé des choses aussi. Ce livre s'appelle Danser avec les fous. Normalement, on peut le trouver dans les bonnes librairies. J'espère qu'on peut le trouver maintenant à Publico. Et on peut aller sur le site de Langage Pluriel, langagepluriel.org, où on peut le commander directement en ligne et le recevoir. Voilà. Et on peut aussi aller faire un tour sur l'Insatiable, comme tu disais tout à l'heure, où on aura des nouvelles des aventures de ce livre, des performances qui vont avoir lieu avec chaque présentation du livre, puisque nous allons organiser, comme nous le faisons pour chacun des livres que nous sortons, avec la sortie du livre, un geste artistique, un moment artistique, et puis un débat. Les gestes artistiques en question seront variables suivant les artistes qui souhaitent les faire, suivant les régions, suivant les lieux. On va faire de nombreuses expériences de ce genre, dont une qui aura lieu en septembre à la Guillotine à Montreuil. On en saura plus en allant sur Langage Pluriel et sur l'Insatiable. Il fait chaud, il continue à faire chaud. On va peut-être avoir une nouvelle tempête sur les planches dans quelques temps. Ce sera annoncé toujours, comme toujours, dans les colonnes, là, le site internet radio-libertaire.org, où vous trouvez la grille des émissions, l'agenda des émissions, avec le contenu de tout ce qui vous attend.
Et bien sûr, il faut aller à la librairie du Monde Libertaire, au 145 rue Amelot, dans le 11e. Et il faut soutenir Radio Libertaire, parce qu'on existe, nous, depuis 1981. Donc, ça a été créé au même moment où Madeleine Abassad a commencé son aventure avec les patients dans la psychiatrie. Et Radio Libertaire est la voix de la Fédération anarchiste. Vous le savez très bien. Tu viendras étendre le linge d'iris parfumé tout blanc.